Mais à la contestation de Marx et à la détestation des traditionalistes, des anti-lumières et de certains romantiques allemands de l'universel, il faut opposer ce que je nommerais ici l'exécration de l'universel tel qu'il se manifeste dans le racisme. Je dirais à cet égard que la haine du regard raciste n'est pas comparable à l'agressivité nationaliste qui pousse un nationaliste quelconque à fustiger la différence particulière de l'autre. Que les Français soient dits être des cochons par les Allemands, que les Anglais soient dits être des perfides par les Français, que les Juifs soient dits être des traîtres par les catholiques, tout ceci est lié à une agressivité liée à des conflits de particularité suscitant mépris, animosité, qui n'a rien à voir encore avec le racisme. Sa haine, celle du raciste, n'est pas tant causée en effet, comme dans le nationalisme, par la différence de l'autre, mais par la différence causée par cette idée qui rend les choses impossibles aux racistes, qui est la chose suivante: s'il est vrai qu'il existe une famille humaine universelle, cet autre participe avec moi d'une humanité continue, commune. Or, cela, je le nie. Et comment se produit cette négation par la pensée raciste? Par quel processus opère-t-il pour nier cette humanité commune? Je dirais par le fait de forclore, le fait que ce qui spécifie le plus radicalement l'humain, ce qui le sépare absolument de l'animal, c'est qu'il soit un être parlant. Or, qu'est-ce que fait le raciste lorsqu'il justifie sa haine par le fait que l'autre soit noir, rouge, blanc ou jaune? En définissant l'autre par sa couleur, par ce qu'il donne à voir, il pose en effet que l'autre en question, défini par le regard, n'est plus défini par le fait qu'il aurait à donner à voir. Il pose, sans en être nécessairement conscient, que la différence qu'il opère entre lui et les hommes de couleur ne tient pas aux différences sonores qui existent de fait entre les différentes langues qui peuvent être entendues par un Indien, un Africain, un Asiatique, mais exclusivement à des différences données au regard. Qu'est-ce que ce regard signifie, sinon ceci: par mon regard sur ce qui est exclusivement visible, je te signifie que rien d'autre que ce que je vois, une chose qui se montre sans devoir se démontrer par la parole, n'existe. Si tu es exclusivement visible, exclusivement rouge, c'est que tu es dépourvu de ce réel invisible qui est la parole. Dépourvu donc de ce que nous pouvons repérer
comme l'acte langagier qui, bien avant de se manifester par une langue particulière, est l'acte humanisant par excellence par lequel tout homme est voué à devenir en tant que parlant. C'est en cela, c'est dans cette perspective que la logique raciste veut que sa victime soit détruite en tant qu'elle représente manifestement pour lui une incarnation d'une possible humanité universelle. Et dans cette perspective, la logique raciste n'est pas de détruire la justice des droits de l'homme, elle est de détruire l'homme. Et dans cette destruction de l'homme, quand Himmler en donnait l'instruction au SS, il disait bien qu'aucun affect, aucun sentiment de pitié et de justice d'origine petite bourgeoise ne devait intervenir dans l'acte de mise à mort. La grandeur de la destruction, dans le même discours, tenait au fait d'agir de façon inaffective, sans être atteinte par la logique bourgeoise de la pitié. Par cette question du racisme, nous sommes fondés à évoquer la Déclaration universelle de 1948, qui fut une réponse au déchaînement du racisme par lequel s'était avéré qu'il avait été possible que soit annulé, au-delà de l'existence des droits de l'homme de 89, l'existence humaine en tant que telle. Il est important d'énoncer en quoi le regard nazi sur les humains différait du regard divin qui, dans l'Ancien Régime, autorisait le droit divin du roi à méconnaître en toute méconnaissance de cause le droit naturel des gens. Alors que la déclaration de 48 répondait à l'extermination de masse, déterminée par un racisme dit scientifique, la déclaration de 1789 répondait aux injustices sociales autorisant le servage, l'esclavage que l'Église légitimait en arguant du dogme du péché originel. Un des points essentiels des constituants de 1789 se reconnaissaient presque tous, de l'aristocratie devenue plus ou moins athée à la bourgeoisie, comme des fils spirituels de Jean-Jacques Rousseau, précisément à la façon dont Rousseau récusait le dogme du péché originel. Comparablement à Pascal, Rousseau évoquait la misère de l'homme social, traître et menteur à lui-même, mais contrairement à Pascal, il ne donnait pas à ce malheur une cause métaphysique, le péché. Il lui donnait une cause physique, c'était la société qui, en vertu d'un contrat social corrompu, était la cause du malheur social des citoyens. À la place, l'opération de Rousseau, à la place du « il » divin agissant par une volonté organisatrice gérée par l'Église, Rousseau découvrait, à travers sa propre expérience et en redécouvrant les œuvres des anciens philosophes et tragiques, l'existence d'un tout autre « il », la nature.